pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 10. Je vous avais dit que dans la partie 10, on va parler de son comportement à lui et son ami. Ce qui se passe au restaurant, c'est que, une fois de plus, je compare notre séance au cinéma, plus notre rendez-vous au restaurant là, accompagné aussi de son ami, et je me rends compte que j'ai face à moi des personnes qui ne sont pas assez intégrées. Je suis désolée, ça va peut-être choquer les gens, mais moi personnellement, j'ai un problème avec le bruit. Et souvent, quand je suis au restaurant, j'aime pas que toutes les personnes qui sont autour de nous soient là en train de nous regarder. Donc ici, j'ai face à moi deux messieurs qui ne font que bavarder à haute voix. Et la honte, c'est que les Whitey qui étaient au restaurant là commençaient à nous regarder. Il y avait même un couple d'Italiens à côté et leur fille qui avait même envie de se déplacer. Croyez-moi que c'était grave gênant. Mais toujours est-il, le client est roi. Son ami, le monsieur au gros, va vraiment déranger la serveuse. La serveuse était très patiente. Les serveuses qui travaillent dans les restaurants 4-5 étoiles, là, quand vous recevez certains tontons, vous avez chaud. Mais bon, je ne généralise pas tout le monde. Je pense que c'est juste un problème d'intégration. Ces deux messieurs-là, qui sont censés être des pasteurs, vont passer leur temps à parler de femmes. On a son ami qui va nous parler de ses mésaventures avec les femmes, comment il va faire venir une femme d'un pays que je ne dis pas, qui viendra le voir et tout ça. Il sera là en train de nous parler des bisous, des choses assez gênantes. Et la conversation la plus gênante que j'ai eue avec eux, c'est lorsque j'ai dit à son ami, le monsieur qui était divorcé déjà de sa femme, pourquoi tu es toujours célibataire et tu changes comme ça là de copine? Pourquoi tu ne choisis pas une femme dans l'église? Et je demande aussi au pasteur, toi tu veux bien de moi, je n'ai pas de souci parce que là on est à table et tout, enfin un débat. Lui aussi je lui retourne la question, mais pourquoi tu ne veux pas d'une femme à l'église? Pourquoi tu préfères me façonner moi au lieu de prendre une femme qui est déjà dans l'église et tout, qui connaît des codes, qui saura être discrète et tout ça? Ces deux messieurs-là nous font comprendre que ils n'aiment pas les femmes d'église. Qu'ils trouvent que les femmes d'église sont trop renfermées, que les femmes d'église ne savent pas comment se lâcher. Et il va même plus loin en disant que dis-toi que moi, même les gens de l'église n'ont pas l'habitude de venir chez moi. Et là, je suis quand même dérangée. Je dis comment ça? Parce que moi, j'ai été dans les églises où maman pasteur et papa pasteur, ils peuvent faire des anniversaires, des trucs comme ça. Ils invitent les membres de l'église à la maison. Et là encore, on a un débat. Ils disent que non, c'est pas bien que les membres de l'église puissent venir chez toi, rentrer dans ton intimité, sache comment tu vis chez toi et tout, à quoi ressemble ta maison et tout ça là. Et je lui dis, mais c'est tellement bizarre dans le ministère, je pense qu'on est une famille. On va vraiment faire un débat par rapport à ça. Et qui dit débat, il y a des Whitey autour. Eux, les tontons, ils savent pas parler doucement. Je serais obligée de couper le débat, leur dire, surtout à son ami, bon, c'est pas grave, on s'arrête là et tout. On arrête juste de parler, laissez tomber. Parce que son ami aussi, il était un peu embarrassé. La façon dont moi, j'étais vraiment en train d'essayer de leur donner des conseils et tout par rapport au ministère. Eux, ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a dérangée parce que je me suis rendu compte que quand tu es jeune, tu es avec certaines personnes plus âgées, largement plus âgées que toi. Ces personnes-là n'ont pas cette maturité de se dire que je peux aussi écouter une fille qui est moins âgée que moi et tirer des leçons ou encore des conseils de sa bouche. Ce qui fait que juste après avoir fini de manger, on était un peu pressé de sortir du restaurant et puis aller dans le magasin. En ce qui concerne la journée du 4 juin au studio, on est face à un pasteur potentiel, futur mari, comme lui-même le dit, qui veut vraiment me contrôler.
Il va dire au studio, à mon équipe, et surtout, il va dire à mon manager qu'il faut me laisser Eunice, ça sera à moi de la gérer. Alors que moi, j'ai une équipe de production et que mes émissions sont des émissions qui sont déjà préparées à l'amont. Lui, il dit qu'il est hors de question, ça doit être lui qui va me coacher. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Mon manager aussi n'est pas d'accord. Moi, je dis, tu es potentiellement le futur mari, mais en ce qui concerne ma vie professionnelle, je ne veux pas que tu puisses gérer. Mais je vais comprendre rapidement un truc très important, c'est que la plupart des sorties médiatiques de sa madame sont encastrées par lui. C'est lui qui dicte certaines choses à sa madame lorsqu'il s'agit des émissions. Et quelque part, je commence à comprendre aussi qu'il est quand même d'une mauvaise influence. Moi, je lui dis que moi, j'ai une image sur les réseaux sociaux à préserver et que j'ai vraiment envie de rester naturelle et moi-même dans ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Mon manager lui rappelle qu'il est hors de question que toi, tu puisses gérer la production des émissions de Nice. C'est moi qui l'ai ramené ici, on travaille ensemble, donc ce travail-là, ça restera mon travail. Il va tellement faire de ça un problème que sa relation avec ma manager va même devenir un tout petit peu compliquée. Et ce jour-là, je vais lui faire comprendre que tu es en train de te mettre trop de pression. Je vais lui rappeler que tu as un ministère. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Tu ne peux pas être aux mêmes endroits. Trouve-toi juste une seule casquette. Je lui conseille une fois de plus qu'il doit se concentrer dans les affaires de Dieu. Et dans son coaching, il connaît tellement les choses du monde. D'ailleurs, j'avais confirmé qu'il connaissait les choses du monde lorsqu'on était tranquillement à l'hôtel et tout. On était en train de siroter du champagne et tout ça. Et moi, j'avais mis de la musique. Entre-temps, ma manager aussi ne se laisse pas faire. Elle s'impose et lui comprend tout de suite qu'il a face à lui des jeunes femmes qu'il risque de ne pas pouvoir manipuler aussi facilement. Ma séance au studio terminée, je rentre à la maison et ce soir-là, on discute encore longuement au téléphone pendant qu'il est dans son canapé. Et ce soir-là encore, il me fait un peu le débriefing de la journée du dimanche où je n'étais pas partie à l'église et il me fait comprendre que voilà, sa madame n'était pas à l'église. Pour lui, c'est une façon aussi de vouloir vraiment me convaincre qu'entre eux, il n'y a plus rien. Et là encore, il y a quelque chose qui me dérange énormément parce que je réalise que j'ai en face de moi un homme qui, en réalité, hormis son ministère, il n'a pas réellement une autre profession. Parce que je sens qu'il a beaucoup de temps à m'accorder au téléphone, alors que moi, de base, je ne passe pas trop de temps au téléphone parce qu'il faut que je me serve de mon téléphone aussi pour être sur Internet et tout, m'informer et même faire des lives. Donc, vous allez remarquer que pendant cette période-là où j'étais avec lui, ma présence sur TikTok va vraiment baisser au point où j'avais l'impression que le fait de constamment parler avec lui, écouter ses problèmes, le consoler et tout, ça me bouffait l'énergie. Et même un ami à moi va me le faire savoir et va me dire de faire très attention, qu'il a l'impression que depuis que je travaille avec eux, ma lumière est en train de s'éteindre. Et je veux que vous puissiez retenir cette partie-là de mon ami qui me prévient que ma lumière est en train de s'éteindre parce que le pasteur était même jaloux de ce monsieur. Même si je voulais me convaincre à moi-même que ma lumière n'était pas en train de baisser, c'est mon ami qui avait raison. Parce que le fait de commencer à couper ses prédications YouTube pour pouvoir le diffuser sur son compte TikTok, c'est quelque chose qui me prenait déjà beaucoup d'énergie et ça m'empêchait de faire mon propre travail. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 11. Cette partie est très importante parce que ça va marquer le retour de maman pasteur à l'église. Ça va également marquer le jour où il y avait une veillée de prière à l'église et j'étais censée être à la veillée de prière, mais le pasteur va carrément détourner mon attention. Le 6 juin, il y avait une veillée de prière à l'église et maman pasteur va revenir à l'église le 8 juin.
Alors, vous allez être étonné de voir que je suis vraiment dans les détails, oui, parce que moi, mon meilleur ami, c'est Snapchat. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Snapchat, ici, vous avez mon nom sur Snapchat et ici, vous avez mon compte Instagram. Parce que sur Instagram, je vais également diffuser des vidéos dans lesquelles on va écouter des voix. Je vous ai dit depuis le départ que dans l'instant où il y a eu une connexion personnelle entre moi et le pasteur, on ne s'est plus jamais quitté. Donc là, le 6 juin, le pasteur et moi, on fait un programme pour se retrouver ensemble. Il me dit également qu'il en a quasiment marre de dormir dans son canapé et de dormir parfois à l'église sur la chaise de bureau et qu'il aimerait qu'on aille encore passer la nuit ensemble. Ce qui se passe, c'est que moi, je lui dis « Ah, je veux bien venir à la veillée de prière. » Et moi, personnellement, je me dis « Pourquoi ne pas me rapprocher encore plus de Dieu maintenant que je fréquente un pasteur ?» Sincèrement, je voulais profiter de l'occasion pour renouer mes liens avec le Seigneur. À un moment de ma vie, je me suis dit que peut-être le Seigneur veut passer par ce pasteur pour me ramener à lui parce que j'avais passé 6 mois sans aller à l'église. Donc ce jour-là, je vais m'apprêter et tout. J'irai même faire mes ongles parce que je sais que le samedi 7 juin, je serai au studio. Donc le 6, je suis encore chez l'esthéticienne et tout. Le soir, je commence à préparer mes affaires et tout ça pour aller à la veillée de prière. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pasteur va me dire « Ah, que bon, franchement, ça ne sert même pas que tu viennes pour toi à la veillée de prière. » Comme j'étais un tout petit peu en retard, il m'a dit que la veillée va se terminer aux alentours de 20h, 4h par là. Tiens, voici les informations. Au lieu que tu viennes à l'église, tu peux directement aller à l'hôtel. Et l'hôtel, ce n'est pas loin de la salle de l'église. Après, ça ne me dérange pas tant que ça, étant donné que le culte est aussi diffusé en direct. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais regarder le culte en direct et je vais attendre que vous puissiez finir la veillée de prière pour que tu rentres. Comme ça, on va dormir. Et là, vous pouvez voir que je sors de la maison. Il est pratiquement minuit. J'arrive à la réception, je donne juste mon nom, je fais le check-in, je monte et là, je me connecte tout de suite. Je commence à suivre la veillée de prière à l'église. Du coup, je reste éveillée et à un moment, je m'ennuyais tellement et tout parce que quand la veillée de prière est terminée, lui, il s'entretenait un peu peut-être avec les personnes qui voulaient rencontrer le pasteur. Donc, je m'ennuyais un peu et je filme même l'extérieur de l'hôtel. Et après, je m'endors et vers 4h, 5h du matin, il vient sonner à la chambre d'hôtel. Quand il rentre, je lui dis que voilà, sa prédication était bonne et tout. Parce que le but, c'est vraiment de le motiver aussi dans le ministère, vu que c'est pour ça qu'il me veut à ses côtés. Et souvenez-vous que toutefois qu'il est en train de faire sa prédication, moi, je partage toujours le lien sur mes réseaux sociaux. Et des fois, quand j'oublie de partager, il me rappelle qu'il faut partager. À chaque événement, à chaque truc qui concerne l'église, je partage toujours l'affiche sur mon compte TikTok. Et à un moment, s'il y a des gens qui me suivent très bien, les gens vont remarquer que je partageais beaucoup les affiches de l'église et je faisais des vlogs concernant l'église. Il a juste le temps de prendre sa douche, il rentre, il est fatigué et moi je dormais pratiquement déjà, donc il dort aussi. Et aux alentours de 9h, 10h, il se prépare et il est parti. Moi je reste derrière, je me prépare et tout parce que nous sommes samedi et le studio est juste à côté, donc j'ai des émissions à tourner. Je descends au restaurant pour prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je prends ma petite valise, direction le studio. Cette journée du samedi va passer, je travaille au studio et tout, très rapidement, hop, nous sommes dimanche, le retour de maman pasteur. Donc là déjà, je suis dans une optique où même si je discute bien avec lui, comme je connais désormais c'est qui maman pasteur, je vérifie aussi sur les réseaux et tout ça là. Je commence à voir aussi comment elle, dans ses publications, elle s'attaque aux gens, comment très souvent elle parle de la vie de couple et tout.
Elle parle des personnes qui veulent faire une pause dans une relation et tout ça. Et moi, de mon côté, je me dis peut-être que c'est vrai. Mais croyez-moi que je m'arrange à prendre un peu les choses avec les pincettes. Mais de l'autre côté, je dis pourquoi ne pas donner le bénéfice du doute au pasteur, étant donné que je veux aussi me rapprocher du Seigneur par rapport à lui et la mission que lui veut me confier. Sincèrement, j'ai des sentiments assez mitigés. Ce dimanche matin-là, alors que j'étais en train de me préparer et tout, dès 8h30, il va m'appeler et tout. Il était sous la douche. Il me dit, oui, je suis en train de me préparer et tout ça pour l'église. On se voit tout à l'heure, my queen. Il avait cette manie à lui de m'appeler my queen, étant donné qu'il me félicitait du fait que j'étais anglophone et francophone à la fois et c'était juste mignon. Il faut savoir que moi j'ai un défaut, c'est que le dimanche, je suis très souvent en retard à l'église. Donc là, pendant que je suis dans le taxi en route pour l'église, pendant cette période où je fréquente le pasteur, je prends énormément les taxis. Parce que déjà, je me tape un luxe de quitter chez moi jusqu'à centre commercial et les arcades pour aller à l'église. Mais toujours est-il, ça ne me dérange pas énormément parce que je sais que j'ai à côté de moi une personne qui me sponsorise également pour que j'effectue autant de déplacements. Dans le taxi, je me connecte déjà et je regarde le début du culte. Et là, je vois que maman pasteur est à l'église. Alléluia, alléluia. Je suis en mode wow, ça commence à bien faire. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 12. Dans la partie précédente, on a parlé comment après la veillée de prière, j'ai fait une grasse matinée avec le pasteur. Oui, c'est pas passé la nuit étant donné qu'il est venu le matin. Et là, nous sommes au niveau où sa madame fait son retour à l'église et nous sommes le dimanche 8 juin. J'arrive à l'église tranquillement, je m'assois, je ne suis pas du tout stressée parce que pour moi, je commence déjà à passer des moments avec le pasteur qui me font croire en quelque sorte que c'est vraiment un homme qui est réellement en instance de divorce et qui a déjà obtenu sa liberté étant donné que lui-même se qualifie en tant qu'homme libre. Et il va encore me le répéter que c'est un homme libre lorsqu'il rentrera de son voyage du Gabon. Et ça sera dans les épisodes à venir. Le culte se passe très bien et moi, là où je suis, bien que je prie, je ne suis pas très concentrée dans la prière parce que je suis en train d'étudier le langage corporel de Maman Pasta. Je sens qu'il existe réellement un froid entre les deux. Je ne sais pas si le pasta s'arrange à être froid avec elle, comme ça, moi qui suis dans la foule, je ne vais pas me sentir mal. Et si je ne me trompe pas, ce jour-là, j'étais assise au deuxième rangée ou encore au premier rangée. Je sens que la madame était carrément désintéressée par tout ce qui se passait dans l'église. Elle n'avait même pas l'air concentrée. Elle était très souvent sur son téléphone et tout ça. Et ce jour-là, à ma grande surprise, le pasteur ne va pas faire la prédication. Il va même arriver un moment où il va descendre de l'estrade, là où s'asseyent souvent, comment je peux dire, les autorités de l'église, les responsables de l'église, pour retourner dans son bureau. Ce jour-là, on avait prêché sur la puissance du Saint-Esprit et un moment, il va revenir. C'est comme s'il va se reprendre en main. Et après la prédication, ils vont faire une petite séance de délivrance et tout ça. Le culte terminé, directement, les responsables de l'église, les responsables de l'église retournent dans leur bureau. Moi, je reste, je sympathise un peu et tout avec les membres de l'église et tout ça. Personnellement, j'avais dit au pasteur que je vais intégrer la chorale avec le temps. Donc, j'avais abandonné cette idée-là de le suivre dans sa volonté de rentrer dans la chorale. Alors, normalement, quand je suis à l'église, parce que je me souviens que hormis le dimanche où j'étais partie, j'étais également partie à un autre culte du mercredi. Et très souvent, après le culte, je me rends dans son bureau. Mais cette fois-ci, je suis un peu partagée. Du coup, je lui fais juste un message.
Je lui dis que je suis invitée chez une amie, donc je ne vais pas du tout traîner. Je vais chez ma copine et ce jour-là, elle avait fait un petit repas et tout, on mange. C'est une journée assez bizarre parce que lui, je n'ai pas trop de ses nouvelles. De mon côté, c'est anormal et là, je me pose quand même quelques questions. Mais le soir arrivé, il va m'écrire tout de suite pour m'expliquer comment s'est passée la journée. Il me dira qu'il était parti hors de Paris, là où habitent ses enfants avec son ex-femme, parce que sa première fille avait une demande de fiançailles que son fiancé avait organisée. Donc, il fallait qu'il assiste à la demande de mariage. Et il m'envoie même la photo de sa fille. Oh, franchement, il a une magnifique fille. Sa première fille est tellement belle. Je vois cette photo de sa fille et tout, avec sa bague de fiançailles. C'était tellement beau et tout. Je le félicite. Je dis, ah, mais voilà, hein, t'as quand même un enfant qui va se marier et tout. Enfin, notre petit Congossa et tout, concernant le fiancé et tout ça. Et voilà, cette journée-là est passée. Et le lundi, dès qu'il m'appelle le matin pour qu'on discute comme de coutume, il ne va pas m'avoir au téléphone tout de suite parce que ce jour-là, il fallait que je travaille et tout. Donc, on va s'avoir au téléphone un peu plus tard. Je vais quand même lui demander, ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez arrangé finalement? Il m'a dit non, on n'a pas du tout arrangé, hein, elle veut toujours partir, mais là, on veut juste sauver les apparences parce que c'est désagréable le fait qu'en tant que maman pasteur, qu'elle ne puisse pas venir à l'église. On continue notre vie normalement, on se voit, on part au resto, je continue toujours à tourner au studio jusqu'au jour où on était au téléphone ensemble. Et vers, je crois, minuit comme ça, c'était un peu tard, il était dans le canapé et il va m'annoncer brusquement hein, que voilà, sa madame et tout, que les enfants sont venus lui dire que sa madame a fait une crise et on l'a ramenée aux urgences. Étant donné que les deux ne se parlaient pas d'après ce qu'il m'avait dit, alors qu'on était au téléphone, il va alors me dire « Est-ce que tu veux que je parte aux urgences ?» Et moi, j'étais en mode « Mais c'est normal que tu puisses partir aux urgences. Jusqu'à preuve du contraire, elle est sous ton toit. Et si quelque chose arrive, parce qu'il me parlait énormément de sorcellerie, de la sorcellerie du côté de la famille de sa femme et tout ça, j'ai dit si quelque chose arrive et tout, il faut savoir que c'est toi qui es responsable de la dame. Donc, c'est tout à fait normal que tu partes aux urgences. Il va alors se rendre aux urgences et moi, de mon côté, je stresse un peu parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec elle et tout ça? Dans ma tête, je me fais quand même des films. Je me dis peut-être que par rapport aux problèmes qu'elle est en train de rencontrer dans son foyer, elle fait peut-être de l'hypertension et tout ça. Mais franchement, ce jour-là, je m'inquiète énormément pour elle. Je me suis fait pas mal d'idées au point où j'étais même stressée. Je discute avec une amie à moi et qui connaît très bien l'affaire. Et je lui dis, ah regarde et tout, la madame de mon monsieur là, elle a fait une crise et tout ça. Elle s'est retrouvée aux urgences. Je m'inquiète pour elle et tout. Parce que lui, je ne l'ai pas au téléphone. Du coup, de mon côté, j'ai besoin quand même de discuter avec une personne pour essayer d'enlever un peu ce stress-là que j'avais en moi. Dans cette série que je suis en train de faire, Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, lorsque je l'ai commencé, je vous avais prévenu que je savais que je vais être jugée. Je suis même allée loin en disant que je savais que j'allais perdre des amis parce que dans notre communauté, on n'est pas encore habitué de voir les gens qui viennent parler de leur vécu avec une certaine facilité, avec une aisance. Nos familles, nos mamans, nos parents ne sont pas encore habitués avec des filles qui brisent le silence sur certains sujets tabous. Et à cause de ça, il y a pas mal de jeunes filles, même qui vivent des choses dans les églises avec les pasteurs, qui ne disent absolument rien. Et depuis que j'ai commencé cette story, je reçois énormément de témoignages. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, moi je ne regarde pas aux critiques. Je regarde à ces femmes-là que je suis en train de sauver.
Je regarde à ces femmes-là qui ont pris conscience, qui, de par ma voix, sont sorties de l'emprise. Je regarde ces femmes-là qui, de par ma voix, ont pris conscience. En fait, j'ai comme l'impression que vous ne réalisez pas qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont eu à faire du mal. Les gens ont parlé d'eux juste après leur mort, à l'exemple de TB Joshua de Emmanuel TV. À l'exemple même de Warren Jeff qui est actuellement en prison avec le documentaire Keep Sweet. Il est très important d'enlever ici la Eunice intelligente et instruite parce que face à la manipulation, face au spirituel, beaucoup de pasteurs mettent dans la tête des gens qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Il y a les liens de célibat dans ta famille, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Ils disent énormément des choses dans le but de manipuler les gens que beaucoup de personnes tombent. Et moi, je vous l'ai dit dès le début, que c'est une expérience sociale que lorsque j'ai réalisé que j'étais avec un faux, j'ai dit, il faut que je le partage. Lorsque j'ai écouté l'affaire de maman Sandra Mbouyi, je me suis dit, il y a plusieurs personnes dans cette situation. Lorsque j'ai suivi moi-même le documentaire Keep Sweet, il y a peut-être 3 ans de cela, je savais qu'il y avait énormément de gourous, il y avait énormément de faux pasteurs. Il y avait énormément de pasteurs polygames. Je peux comprendre votre passion pour l'Église, pour le christianisme, votre passion pour les pasteurs, mais je ne suis pas ici pour salir l'Église, pour salir les pasteurs. Je suis juste ici pour partager un témoignage. Je suis ici parce que je sais que Eunice n'est pas la seule. Derrière Eunice, il y a beaucoup de voix qui sont étouffées juste parce qu'elles ont peur de la société, parce qu'elles ont peur de ce que les gens diront. Et c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup de mamans pasteurs aussi restent dans des mariages toxiques où elles souffrent, parce qu'elles savent que si jamais elles divorçaient, elles seront jugées par vous. Elles vivent des choses, elles préfèrent subir, parce qu'elles ont peur du regard des autres. Et moi, je suis une personne, j'ai enlevé cette carapace. Je me suis toujours présentée aux gens telle que je suis. Et c'est même ça qui dérangeait ce monsieur, le fait que je lui dise les choses, le fait que je lui dise les vérités. Et il est arrivé un moment où elle me disait, mais tu es impoli. Vous savez, ces personnes-là plus âgées à qui, lorsque vous faites la remarque face à une certaine situation, ils vous rappellent que vous êtes trop petite. Mais je suis trop petite. Tu veux faire de moi ta femme? À ce qui paraît, je suis trop petite. Tu veux avoir des relations intimes avec moi? D'où vous comprenez un peu la manipulation. Donc la famille, je ne baisse pas les bras, on continue dans cette story. Comme je vous ai dit, je suis en train de publier également les choses sur mon compte Snap et Instagram. Allez-y vous abonner, comme ça vous allez avoir plus de preuves. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Dans cette série que je suis en train de faire, un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Lorsque je l'ai commencé, je vous avais prévenu que je savais que je vais être jugée. Je suis même allée loin en disant que je savais que j'allais perdre des amis parce que dans notre communauté, on n'est pas encore habitué de voir les gens qui viennent parler de leur vécu avec une certaine facilité, avec une aisance. Nos familles, nos mamans, nos parents ne sont pas encore habitués avec des filles qui brisent le silence sur certains sujets tabous. Et à cause de ça, il y a pas mal de jeunes filles, même qui vivent des choses dans les églises avec les pasteurs, qui ne disent absolument rien. Et depuis que j'ai commencé cette story, je reçois énormément de témoignages. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, moi je ne regarde pas aux critiques. Je regarde à ces femmes-là que je suis en train de sauver. Je regarde à ces femmes-là qui ont pris conscience, qui, de par ma voix, sont sorties de l'emprise. Je regarde ces femmes-là qui, de par ma voix, ont pris conscience.
En fait, j'ai comme l'impression que vous ne réalisez pas qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont eu à faire du mal. Les gens ont parlé d'eux juste après leur mort, à l'exemple de Tibi Joshua de Emmanuel TV. À l'exemple même de Warren Jeff qui est actuellement en prison avec le documentaire Keep Sweet. Il est très important d'enlever ici la Eunice intelligente et instruite parce que face à la manipulation, face au spirituel, beaucoup de pasteurs mettent dans la tête des gens qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Il y a les liens de célibat dans ta famille, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Ils disent énormément des choses dans le but de manipuler les gens que beaucoup de personnes tombent. Et moi, je vous l'ai dit dès le début, que c'est une expérience sociale que lorsque j'ai réalisé que j'étais avec un faux, j'ai dit, il faut que je le partage. Lorsque j'ai écouté l'affaire de maman Sandra Mbouyi, je me suis dit, il y a plusieurs personnes dans cette situation. Lorsque j'ai suivi moi-même le documentaire Keep Sweet, il y a peut-être 3 ans de cela, je savais qu'il y avait énormément de gourous, il y avait énormément de faux pasteurs. Il y avait énormément de pasteurs polygames. Je peux comprendre votre passion pour l'Église, pour le christianisme, votre passion pour les pasteurs, mais je ne suis pas ici pour salir l'Église, pour salir les pasteurs. Je suis juste ici pour partager un témoignage. Je suis ici parce que je sais que Eunice n'est pas la seule. Derrière Eunice, il y a beaucoup de voix qui sont étouffées juste parce qu'elles ont peur de la société. Parce qu'elles ont peur de ce que les gens diront. Et c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup de mamans pasteurs aussi restent dans des mariages toxiques où elles souffrent. Parce qu'elles savent que si jamais elles divorçaient, elles seront jugées par vous. Elles vivent des choses, elles préfèrent subir parce qu'elles ont peur du regard des autres. Et moi, je suis une personne, j'ai enlevé cette carapace. Je me suis toujours présentée aux gens telle que je suis. Et c'est même ça qui dérangeait ce monsieur. Le fait que je lui dise les choses, le fait que je lui dise les vérités. Et il est arrivé un moment où elle me disait, mais tu es impoli. Vous savez, ces personnes-là plus âgées à qui, lorsque vous faites la remarque face à une certaine situation, ils vous rappellent que vous êtes trop petite. Mais je suis trop petite. Tu veux faire de moi ta femme? À ce qui paraît, je suis trop petite. Tu veux avoir des relations intimes avec moi? D'où vous comprenez un peu la manipulation. Donc la famille, je ne baisse pas les bras. On continue dans cette story. Comme je vous ai dit, je suis en train de publier également les choses sur mon compte Snap et Instagram. Allez-y vous abonner. Comme ça, vous allez avoir plus de preuves. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Tu n'as pas suivi la prière ni hier, ni ce matin. Donc hier, j'avais programmé un jeûne. Hier, au culte de midi, j'avais programmé un jeûne. Le soir aussi, j'ai rappelé à toutes les personnes qui prient avec moi, parce que c'est une recommandation de Dieu. Donc nous sommes en jeûne des médias, nous sommes coupés des réseaux sociaux, à part d'être connectés à 6h et à 23h sur YouTube pour la prière. Donc voilà, j'ai compris que tu n'as pas suivi. Donc voilà, là, on avait commencé depuis hier à minuit. Donc pas de réseaux sociaux, pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de, pendant 7 jours. Et moi, je ferai 14 jours. Toute l'église fera 14. Non, toute l'église fera 7 jours et moi, je ferai 14 jours. C'est une recommandation que Dieu m'a donnée. Allez, bonne journée. Que Dieu soit avec vous. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 13. Et souvenez-vous que dans la partie 12, sa madame va faire une crise et elle va se retrouver aux urgences selon ce qu'il me dit.
Et le lendemain, je l'ai finalement eu au téléphone. Il me dit plus de peur que de mal. Elle avait juste fait une crise d'angoisse et qu'au final, tout va mieux. Et dans cette partie, vous allez remarquer que les choses vont devenir de plus en plus malsaines. Pourquoi? Parce que la madame est de retour à l'église. Ceci revient à dire qu'elle est là constamment au culte du dimanche. Donc, on se voit à l'église et dans les veillées de prière également. Parce que dans le service, ils vont quand même enchaîner avec pas mal de veillées de prière. De mon côté, je suis toujours au studio. Je fais les émissions tout juste avant qu'elle ne reprenne aussi à faire les émissions. Parce que oui, elle n'avait pas seulement arrêté de venir à l'église, elle avait aussi arrêté de venir faire les émissions. Et dans nos conversations, il m'avait fait comprendre que si elle avait arrêté de faire les émissions chrétiennes, c'est parce que lui, il le lui avait demandé. Et il était parti plus loin en m'expliquant qu'à un moment, elle voulait même créer sa propre chaîne YouTube, avoir son studio à elle ou aller enregistrer dans les studios de d'autres personnes, mais elle ne voulait plus travailler pour la boîte. Du coup, je remarque qu'elle reprend avec les émissions parce que de temps en temps, moi, je vérifie la chaîne pour voir si mes émissions ont été diffusées et tout ça. Et il m'explique que si elle est revenue au studio, c'est parce qu'elle a remarqué que j'étais là et que les personnes qui travaillent dans le studio avec nous lui ont rapporté certaines choses, comme quoi il y a une fille qui travaille au studio là-bas et le boss la considère comme une princesse. En gros, il voulait juste me dire en mode elle est revenue parce qu'elle est intimidée par ta présence. Et moi, quelque part, je ne considère pas ça trop comme de l'intimidation. Je me dis, mais si elle revient faire les émissions, tant mieux. L'atmosphère commence à me peser au point où je lui dis, ah, comme elle est revenue à l'église et tout, moi, je préfère me mettre en retrait, ne plus venir à l'église et attendre réellement que ton divorce puisse se concrétiser comme tu le dis. Il va tout de suite me dire avec un air assez frustré en mode « Ah, donc tu abandonnes déjà. À la première difficulté, tu veux déjà abandonner ?» Je lui dis non, c'est pas que je veux abandonner. C'est juste que quelque part, je me sens un peu bizarre et surtout par rapport au fait où moi, je pense que quand tu viens dans une église et qu'il y a une maman pasteur, à la fin du culte, elle est un peu avenant avec les fidèles et tout. Elle vient à la rencontre des fidèles, elle discute avec les fidèles. Mais elle, la première fois que je l'ai vue à l'église, je n'ai pas senti qu'elle était vraiment en harmonie avec l'église. Et là, il va me dire que en réalité, au vu de tout ce qui s'est passé dans leur foyer, les fidèles n'apprécient plus sa madame. Et qu'en réalité, il avait même déjà discuté avec les fidèles pour leur annoncer que le couple allait se séparer. Et là, ils sont juste en train de sauver les apparences, comme je vous l'ai dit, et il est sûr que sa femme a une personne qui est en train de la coacher. On est en train de la coacher, pourquoi? Juste pour qu'elle n'abandonne pas son foyer. Il dit que de son côté, il reste ferme parce que maintenant, lui, il est décidé. Il veut poursuivre les procédures de divorce. Je me souviens qu'un jour, alors que je me préparais pour aller au studio, je vais alors faire une vidéo que je vais publier sur les réseaux sociaux et tout, où j'étais en train de danser une chanson profane. Et tout de suite, il va m'appeler pour me dire comment ça, toi, une maman pasteur, tu peux écouter et danser une chanson profane comme ça sur ta chaîne TikTok. Et là, j'étais un peu sur la défensive. Je lui dis, il y a maman pasteur déjà qui est de retour à l'église. Et à ce moment, moi, je veux vraiment me déconnecter carrément de lui. Quand j'arrive au studio et une fois qu'on se voit après l'émission, il se fâche envers moi, il me dit comment tu peux me parler comme ça, tu me dis que maman pasteur est là et tout. Moi, je me dis, mais moi, franchement, je préfère qu'on puisse se concentrer sur le travail et que cette relation-là que tu veux avoir avec moi, je préfère qu'on y mette une pause. Il n'est pas du tout d'accord avec la pause. Il me dit, ne t'inquiète pas, je suis en train de voyager pour le Gabon et à mon retour, je vais m'arranger pour mettre les choses au clair et vraiment arranger cette situation. Et là, il y a une situation qui va se poser.
c'est que dès qu'elle reprend les émissions, comme par hasard, de mon côté, mes émissions à moi vont stagner considérablement. Entre-temps, lui, il est en train de préparer son voyage pour le Gabon. Et cette situation, c'est une situation qui ne me plaît pas du tout. Déjà, on perd un technicien qui était vraiment excellent dans son travail, qui avait cette facilité de diffuser mes émissions. Et on est face à un technicien très nonchalant. Moi, j'ai l'impression de travailler, mais d'attendre 2, 3 jours, 4 jours avant que l'émission puisse être diffusée. Je lui dis que je ne peux pas continuer à travailler dans de telles conditions. Pourquoi? Juste parce que mes émissions sont des émissions d'actualité et le fait que je fasse des émissions sur la chaîne qui ne sont pas diffusées et je n'ai même pas de short pour pouvoir diffuser sur mon compte TikTok, ça fait que je n'ai plus réellement de présence sur TikTok et ce que je fais sur TikTok, c'est juste faire en quelque sorte la pub de l'église. On discute énormément par rapport à ça et je n'ai pas vraiment l'impression de me faire entendre. Qu'est-ce que je vais faire? Un matin, je vais juste me réveiller et là, je vais décider de publier une vidéo pour annoncer à mes abonnés que si jamais vous voyez que je ne fais plus les émissions sur la chaîne YouTube, voilà, c'est par rapport à telle raison, c'est par rapport à l'incompétence. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 14. Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez bien dormi. Déjà que je vois qu'il y a de celles et ceux qui ne dorment pas, qui sont pressés vraiment d'avoir toutes les parties de l'histoire. J'ai envie de vous dire qu'il faut me donner assez de temps. Ne soyez pas pressés. Ne me mettez pas la pression parce que je vous ai dit que derrière cette story, derrière cette série, il n'y a pas seulement mon énergie physique, mais il y a aussi une énergie spirituelle. Pour toutes les personnes qui veulent décrédibiliser mon discours, mon histoire, sous prétexte que Eunice est une femme instruite et intelligente, elle ne pouvait pas se faire piéger. Vous oubliez ici que nous sommes en train de parler d'un homme d'église. Et moi, je ne me place pas à l'instant dans cette histoire en tant que femme intelligente et instruite. Je me place en tant que jeune fille normale qui rencontre un homme d'église, qui est chrétienne et qui peut potentiellement croire à tout ce que l'homme d'église lui dit. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui arrivent dans plusieurs églises. Et souvenez-vous que j'avais une fois eu à vous faire une vidéo en vous disant si un pasteur est capable de manipuler toute une église, combien de fois sa propre femme? Juste une façon de vous dire que si un homme d'église qui a une mauvaise foi est capable de manipuler son église, de manipuler plusieurs personnes, combien de fois la personne avec laquelle il gère une relation intime. Et je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais en Europe, lorsque tu te présentes en tant qu'homme de Dieu et que tu as une église, ou encore lorsque tu te présentes en tant que médium, ou peu importe tout ce qui est vraiment de la spiritualité, et que tu es vraiment dans le faux, tu n'exerces pas cette profession comme la déontologie l'exige, tu es considéré comme un gourou. Malheureusement, beaucoup de jeunes femmes ne dénoncent pas les choses qu'elles vivent dans les églises en France. Sinon, plusieurs pasteurs devraient être arrêtés parce qu'ils seront considérés comme des gourous. Et vous êtes en train d'oublier que vous qui me jugez, parce que vous pensez, moi, franchement, le jugement, je suis habituée à ça, je suis sur les réseaux depuis longtemps. Mais vous êtes en train d'oublier que il y a plusieurs femmes qui entretiennent des relations avec des hommes qui ne sont pas encore divorcés. Combien de jeunes filles ou combien même de grandes femmes ont rencontré des hommes qui ont dit que oui, je suis en instance de divorce, ou même qui ont dit j'ai déjà divorcé, ou qui ont même fait passer leur femme pour une personne déjà décédée et que ces femmes-là ont cru. J'ai juste envie de vous faire comprendre quelque part que lorsqu'un homme a besoin de quelque chose, il est capable de tout faire rien que pour l'avoir. Mais dans cette histoire, on n'a pas un homme comme tous les autres.
on a un homme qui porte une casquette de prophète. On a un homme qui même à plusieurs fois, lorsque je n'ai pas voulu l'appeler prophète, il était fâché parce que lui, il aime qu'on l'appelle prophète et non juste monsieur tout court. Une personne qui, lorsque j'ai voulu tout abandonner, parce que oui, moi je ne suis pas une personne de mauvaise foi, en lui disant que maman pasteur est déjà de retour à l'église, il m'a fait comprendre que tu veux abandonner tout de suite à la première difficulté. C'est une technique de manipulation. Quand tu veux montrer à une femme qu'elle n'est pas assez forte, qu'elle n'est pas assez courageuse pour affronter une situation, c'est une personne qui en interne a eu à me punir juste parce que je m'étais exprimée du fait que j'étais en train de travailler avec des techniciens. Voilà, le technicien qui était resté au studio parce qu'il est arrivé un moment, on est resté juste avec un seul technicien. J'avais dénoncé que je travaillais avec des personnes incompétentes et rien que pour ça, lorsqu'il a vu ce que, il n'avait même pas réellement vu ce que j'avais dit sur les réseaux, il m'a donné la même punition que DDO. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont en train de suivre les stories de DDO. La punition du silence, c'est que juste parce que tu as fait un truc, alors que c'est un homme d'église qui a une relation de base cordiale avec toi, tu l'appelles, tu l'écris, il ne te répond plus. C'est une personne qui a un comportement chaotique, dans le sens où malheureusement, c'est un homme d'église, mais il ne sait pas comment affronter les situations. Il ne sait pas comment faire asseoir les autres et avoir une conversation concernant un certain problème que vous êtes en train de traverser. Et dans tout ça, tu réalises que lorsqu'il est à l'église, il essaye de porter une autre carapace. Dans tout ça, tu réalises que sur les réseaux sociaux, lui et sa madame se font passer pour des personnes totalement différentes, alors que dans la vraie vie, ce sont des personnes désagréables. Et enfin, pour chuter, ça va arriver le moment où il doit voyager pour le Gabon. Et là, moi, je vais tout laisser, je vais tout lâcher parce que je me rends compte que je suis avec une personne avec laquelle je ne peux pas avoir une conversation normale lorsque je dois me plaindre des choses professionnelles. Je suis avec une personne qui, depuis que j'ai commencé à travailler avec eux, depuis que j'ai foulé mes pieds dans leur boîte de chaîne YouTube, j'ai perdu mon énergie. Et ça, mon ami qui va me le faire savoir, il était énormément jaloux envers mon ami là. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes ici dans une situation où professionnellement on est liés parce que moi je suis douée dans ma création de contenu, dans le travail que je suis en train d'effectuer sur leur chaîne. Une chose dont il en a conscience et quelque part il va me conditionner d'aller à l'église alors que j'en avais plus envie. Quelque part, il va me conditionner même de participer aux veillées de prière alors que sa madame était déjà de retour. Donc, vous oubliez qu'on parle ici d'un homme d'église, d'un pasteur qui, à un moment, dans la plupart des cultes, il s'est retrouvé avec 2 femmes pendant la séance, pendant le culte, pendant la veillée de prière, alors qu'avec ces 2 femmes-là, il entretient une relation intime. Et moi, lorsque je suis dans cette église, dans ma tête, je me dis, Eunice, est-ce que tu es la seule ou il y en a d'autres? Il y en a combien? Il y en a eu combien? Et à partir de là, je regarde maintenant les scandales qu'il y a eu sur le couple, sur les réseaux sociaux, concernant monsieur et concernant madame. Et lorsque je lui parle de ces scandales-là, il nie catégoriquement. Toutes les choses-là ont commencé quelque part à me convaincre que je suis dans une église, je suis en train de marcher avec un monsieur que je pense être un homme d'église, mais qui est en réalité un faux. Dans la suite des événements, on va se concentrer sur la toute première vidéo que j'avais eu à faire à l'époque et j'avais publié sur mon compte TikTok pour me plaindre de leur travail, de leur façon de fonctionner, de me plaindre de cette boîte YouTube-là. Et je vais aussi me concentrer sur son voyage au Gabon. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci encore pour toutes les personnes qui me soutiennent. On se retrouve dans la partie 15.
Alors, si jamais j'arrêtais l'émission Au cœur du buzz avec la chaîne Congo Afrique, j'aimerais déjà vous donner l'une des raisons qui pourrait potentiellement me pousser à arrêter la diffusion de mon émission sur la chaîne. N'empêche, les gens, il faut savoir que mon équipe hein, est tellement adorable et tout. Franchement, le propriétaire même de la chaîne, n'en parlons plus. Mais le truc, c'est que moi, j'ai une façon de travailler. Quand je travaille avec les gens, j'aime sentir qu'il y a déjà, premièrement, le respect de mon travail. Je ne suis pas arrivée à Conca comme ça, on m'a pistonné et tout, telle personne connaissait telle personne, non. Je suis arrivée à Congo Afrique parce que avant qu'on me donne cette possibilité de diffuser l'émission là-bas et tout, c'est parce que on a vu mon contenu sur TikTok, on a vu mon compte et tout ça. Donc, c'est par rapport à mes compétences déjà sur ma page TikTok que j'ai été recrutée à Conca pour créer le même type de contenu que je crée sur TikTok là-bas. D'où vous allez voir que sur TikTok, j'ai ralenti parce que je ne peux pas vous parler d'un sujet ici et vous parler du même sujet sur Congo Afrique. Je ne peux que privilégier Congo Afrique parce que je suis payée là-bas et là-bas, je vous donne les exclusivités. Mais le problème que je rencontre, vous allez comprendre que dans chaque métier, peu importe minime que ça peut être, dans chaque entreprise, les problèmes ou encore les persécutions, ça ne manque pas. Ce désir de dire que oui, je claque la porte, je vais, ça ne manque pas. Les gens peuvent penser que oh, le travail des réseaux sociaux, c'est facile. Non, c'est pas facile parce que c'est un challenge au quotidien. Surtout lorsque tu es sur une chaîne où tu n'es pas vraiment la seule. Le problème, c'est que j'ai comme l'impression que mon travail, premièrement, n'est pas respecté, ma personne n'est pas du tout respectée et les horaires de diffusion ou encore le temps de montage, tout ça n'est pas respecté, ce qui fait que je peux enregistrer une vidéo et une semaine, la vidéo, elle n'est pas encore en ligne. J'ai eu à enregistrer 2 émissions que je n'ai jamais vues. J'ai enregistré une émission sur le BBL jusqu'aujourd'hui. J'ai pas vu l'émission être publiée. J'ai enregistré une émission concernant notre sœur Rosemine et tout, lorsqu'elle a commencé à se faire lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait repris goût à la vie, lorsqu'elle a voyagé pour les États-Unis. C'était vraiment une émission dans laquelle je voulais la rendre hommage et faire revivre un peu ce moment-là et tout, où on était tous dévoués à la soutenir suite à la disparition de son enfant. Je n'ai pas vu cette émission. Pourtant, c'est une émission qui me touchait vraiment à cœur. Vous voyez, donc le problème, ça sera vraiment le temps de diffusion. Je ne peux pas travailler quelque part, faire 3 à 4 émissions dans la semaine et ne voir qu'une seule émission être diffusée dans la semaine. Moi, je suis toujours dans une optique où soit vous avez besoin de moi, soit vous n'avez pas besoin de moi. Soit j'ai besoin de vous, soit je n'ai pas besoin de vous. Mais quand on travaille avec les gens, on a besoin des autres mutuellement. Je suis payée pour faire un travail. Fournissez le travail que je fais. Voilà. Je suis payée pour faire un travail. Moi, je fais mon travail, je remplis ma part du contrat. Je veux voir les résultats de mon travail. Parce que si je ne vois pas les résultats de mon travail, ça détruit ma notoriété. Ça détruit également ma présence sur les réseaux parce que j'ai des abonnés qui se sont abonnés à la chaîne, qui espèrent voir mes actualités, qui espèrent voir mon émission. Mais lorsque je peux passer une semaine et qu'il y a une émission de moi qui est diffusée alors que j'ai eu à faire des tournages, ça c'est vraiment quelque chose qui me casse. Dans ce parcours de ma vie et tout d'influenceuse, de personnalité publique, je n'ai pas besoin qu'il y ait des personnes qui vont venir juste pour vouloir me casser et tout et me donner l'impression que ce que je fais, ce n'est pas important. Si ce que je faisais, ce n'était pas important, je n'allais pas du tout être recrutée. Donc vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire que dans n'importe quel domaine, il y a vraiment des challenges, il y a des persécutions. Et ça sera l'une des raisons pour lesquelles je pourrais potentiellement partir de la chaîne. Après, Au cœur du buzz ne mourra pas. Le contenu que je fais, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui apprécient ça, étant donné qu'aujourd'hui, il y a des pages, il y a une page même, un faux compte qui a été créé en mon nom, qui rediffuse toutes mes vidéos. Ça veut dire que le type de contenu que je crée, c'est un contenu qui fonctionne. Et quand je suis sur une chaîne, je veux aussi me rendre compte que mon travail est respecté. Là où je ne suis pas respectée, je ne peux pas y rester pendant longtemps. S'il y a des personnes qui sont privilégiées par rapport aux autres, il n'y a pas de souci.
continuez à travailler avec les personnes que vous pensez privilégiées. Comme moi, je viens d'arriver et je ne suis pas assez privilégiée, je ne vais pas tuer ma carrière, je ne vais pas tuer mon image. Alors que je me bats, mon boss est allé jusqu'à me dire que j'espérais que ta présence sur les réseaux allait ramener près de 100 000 abonnés à la chaîne. Mais ramener 100 000 abonnés à la chaîne, comment? Si mes vidéos ne sont pas diffusées comme il se doit. Si vous diffusez une seule vidéo de moi, 2 vidéos de moi dans la semaine, et après moi, il y a plusieurs vidéos, comment vous voulez que je vous ramène du monde? Quand on vient sur la page et tout, on scroll, c'est peut-être après 5 à 6 vidéos qu'on va retrouver ma vidéo. J'ai eu à faire une vidéo qui a fait un succès pour une personne qui vient à peine de commencer sur YouTube. Moi, je me dis que faire une vidéo qui a fait 23 000 vues et tout, c'est vraiment bien parce que je n'ai jamais fait YouTube. Et les mêmes sujets que je traite là-bas, je peux m'arrêter à 20 000 vues, à 11 000 vues, 12 000 vues, c'est un début. Je sais que je peux faire plus que ça. Mais ces mêmes sujets-là, si je privilégie mon compte TikTok, je les traite sur mon compte TikTok. Ce sont des sujets qui, de base, je tape les 300 000 vues, 1 million de vues avec. Mais je sais que j'ai un contrat, je sais que je travaille avec des gens. Il faut que je valorise la chaîne, il faut que je vous apporte quelque chose. Mais je fais de mon mieux pour apporter et tout. Les émissions ne sont pas diffusées comme telles. Et il faut bien qu'on avance. Donc voilà un peu la famille pour mon expérience jusqu'à présent avec la chaîne. Mais sinon, c'est comme je vous ai dit, l'équipe est adorable, on s'entend super bien. Mais il y a juste des gens qui sont privilégiés, d'où mes vidéos à moi sont moins diffusées. Merci. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 15, c'était la partie la plus attendue. Alors, excusez-moi la famille, vous savez qu'il y a beaucoup de rebondissements en ce moment. Donc, je suis en train de gérer les appels téléphoniques, les menaces et tout. Ça devient un peu lourd. Mais je veux vous raconter l'histoire avec beaucoup de lucidité. Voilà pourquoi j'ai fait une pause, juste le temps de me rafraîchir un peu encore la mémoire. Et rappelez-vous que je vous ai dit que dans cette série, mon meilleur ami, c'est Snap, parce que je me snap énormément. Du coup, pour toutes les personnes qui sont concentrées, parce qu'il faut être concentré, le 8 juin, maman pasteur revient à l'église. Donc, on rentre vraiment dans une routine malsaine, parce que lorsque moi je dis que je veux arrêter de venir à l'église, le prophète me dit, le pasteur me dit, comment tu veux arrêter tout de suite, tu veux déjà abandonner? Et dans ma tête, je suis dans une optique où je veux lui donner le bénéfice du doute. Le 13 juin, on va alors avoir une veillée de prière et regardez, ce jour-là, j'avais même snappé et tout, comment j'étais habillée à la veillée de prière. Et ça, ce sont des choses que moi, même si je retourne dans les archives, je vais vous retrouver les images de la veillée de prière. Mais toujours est-il que je ne suis pas en train de faire la pub de l'église. Donc, j'évite de sortir les images où je suis dans l'église. Cette veillée de prière-là va me mettre un peu inconfortable parce que le prophète, dans sa prédication, va encore faire des prédications visées dans laquelle il dit, il va prêcher et il parlait beaucoup de bénédictions. Et vous savez que dans l'église, le mariage attire beaucoup de gens. Et là, dans les bénédictions, le mot mariage ne manque jamais. C'est que quand il parle du mariage, arrache, arrache, il dit arrache ton mariage. Tu peux même prendre la place de quelqu'un d'autre. Il trouve des versets bibliques pour justifier cette prédication en parlant des reines qui ont été détrônées dans la Bible. Il va parler d'une certaine reine, mais mettez le nom de la reine en commentaire. Ce qui est sûr, je vais vous retrouver la vidéo de la veillée de prière. Dans sa prédication également, moi qui connais la situation dans laquelle je suis, je sens qu'il est en train d'attaquer aussi de façon négative sa propre femme. Cette veillée de prière-là va passer et au petit matin, aux alentours de 3 heures, je ne vais même pas lui dire au revoir et tout ça. Je prends mon taxi et voilà, je rentre à la maison. La veillée de prière, c'était un vendredi et nous sommes alors samedi. Et ce samedi-là, je ramène mon fils au salon de coiffure. Je pense que j'avais même publié la vidéo quand on rentrait du salon de coiffure. Entre-temps, il y a ma sœur qui vendait des t-shirts et des polos Tommy que notre frère qui vit au Canada lui avait envoyé. Sachant que la fête des pères tombe pile poil le dimanche 15 juin, ce samedi-là, je vais chez ma sœur et je regarde les polos qu'elle avait. Et franchement, ma sœur va très bien se souvenir de cette partie.
Je vais alors acheter un polo pour lui dans le but de le faire plaisir aussi parce que vous savez que dans n'importe quelle relation, lorsque vous avez une main qui vous donne, il faut aussi savoir rendre parce qu'en réalité, je ne suis pas là pour prendre. Je me souviens très bien que je reste chez ma sœur jusqu'à tard et entre-temps, lui et moi, nous sommes en train de discuter par message et lui, il me dit qu'il est au studio en train de superviser quelques émissions. Et moi, en tant que personne qui cherche des indices, pour comprendre un peu le mécanisme du couple, je me dis, est-ce qu'elle n'est pas au studio avec lui? Donc là, je me connecte sur TikTok, sur un autre compte, parce que souvenez-vous qu'elle m'avait déjà bloqué sans même me connaître, même avant que je puisse rencontrer son mari. Et ce jour-là, elle était à la maison en live, en train de parler en ce qui concerne les affaires familiales de Maman Blanche Tounassi et du pasteur Marcelo. C'était la période où la famille de Maman Blanche Tounassi réclamait les vêtements et autres. Donc, elle faisait un live où elle disait que elle ne peut pas lâcher. Elle a tellement s'aimé dans la vie de son mari et tout que du jour au lendemain, si jamais son mari part ou si jamais elle part, mais en tout cas, personne ne peut venir arracher. Franchement, elle prenait beaucoup des exemples sur sa vie personnelle. Je vois dans le live que beaucoup de personnes ne sont pas du tout d'accord avec elle. Il y avait près de 1000 personnes et tout. Ça l'attaquait, ça l'insultait et tout ça. J'ai quand même trouvé ça désagréable. Après, hop, je me suis déconnectée. Je rentre à la maison dimanche matin comme d'habitude. Je publie la fiche de l'église. Je publie le lien YouTube et tout pour que les gens puissent suivre le culte en direct parce que je sais qu'en même temps, le monsieur, ce qu'il attend de moi, c'est aussi ce soutien. Et hop, je prends le taxi direction église avec mon petit cadeau à la main. Ce jour-là, l'église avait aussi prévu un cadeau pour la fête des pères, pour le prophète. Le culte s'est très bien passé. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, son retour à l'église était quand même compliqué parce qu'elle ne participait pas trop. Donc, elle toujours de son côté et monsieur prêche, j'ai l'impression que madame n'est pas vraiment convaincue ou encore motivée par la propre prédication de son mari. Je suis vraiment sincère sur ce point. Je regarde ses faits et gestes. Et jusque-là, en tant que fille qui arrive nouvellement à l'église, maman pasteur ne me calcule toujours pas et dans l'église, elle calcule pratiquement personne. Dès que le culte finit, elle descend de l'estrade direction le bureau. Et moi, comme je ne pouvais pas donner le cadeau de la fête des pères et tout directement comme ça pendant le culte, il y a une grande sœur ou encore une tata, celle qui m'avait reçue le premier jour, elle va me dire d'attendre. Comme ça, quand ceux qui sont en train d'avoir leur rendez-vous avec le pasteur vont finir, comme moi, je n'avais pas de rendez-vous prévu, je pourrais rentrer dans le bureau pour lui remettre le cadeau. Et là, lorsque les autres ont fini leur rendez-vous, j'ai attendu, je suis rentrée dans le bureau. Maman pasteur était assise dans un fauteuil et le pasteur était sur son bureau. Son ami qui a l'habitude d'être au restaurant avec nous était également dans le bureau. Je salue maman pasteur, je crois pas qu'elle ait répondu. J'étais même accompagnée de mon petit parce qu'on part à l'église ensemble. Devant maman pasteur, je salue son ami pasteur qui a l'habitude de sortir avec nous. Et là, je sens que son bonjour est assez froid. Ça ne m'a pas du tout choquée parce que je connais le caractère de ce monsieur. Du coup, je tends le cadeau à papa pasteur. Je lui dis, papa et tout, c'est un cadeau pour toi et tout ça pour la fête des pères. Il était grave content, il était grave ému. Il m'a dit que Dieu te bénisse et tout ça là. Et il a prié pour Emmanuel et nous sommes rentrés à la maison. Croyez-moi que de toutes les journées que j'ai eu à vivre dans cette relation avec un pasteur m'a piégée avec une promesse de mariage. Croyez-moi que cette journée, c'était une journée assez glaciale. Et je me suis dit à moi-même, mais je suis dans quoi en fait? Mais le pasteur est là pour me rassurer, pour me dire, ne t'inquiète pas. Il n'y a plus rien entre nous. On est juste en train de sauver les apparences. Elle est en train de s'apprêter à partir de la maison. Après cette journée glaciale, croyez-moi que j'avais envie de me détendre. Donc le lundi, je suis sortie, je suis allée sur les Champs-Élysées et tout avec mon manager et un autre ami à moi. On a profité un tout petit peu. Et ce jour-là, c'était un jour où
en France, il y avait un grave problème de connexion, surtout pour ceux qui ont le forfait La Poste Mobile. Donc, je passe toute une journée où je n'avais pas du tout le réseau. Il m'appelait, il ne pouvait pas m'avoir au téléphone, ou parfois il m'appelle juste le temps que je réponde et tout, ça coupe. Et de mon côté, quand je me pose au restaurant, je me connecte au Wi-Fi, je l'appelle, je ne l'ai pas au téléphone. Donc, toute cette journée, on ne s'est pas eu au téléphone. Et le soir, quand il m'a eu au téléphone, il m'a fait une crise de jalousie, mais pas possible. Je lui explique que j'avais un problème de réseau toute la journée, mais il ne voulait rien comprendre et j'ai senti ses insécurités car dans cette relation, toutes les insécurités que sa femme a eu à mettre en lui, il les rejetait quelque part sur moi. Et je me souviens que je lui ai même dit que si tu n'as pas encore guéri de ta relation passée, on aura vraiment du mal à avancer. On se retrouve dans la partie 16. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 16. Donc, je vous dis que le pasteur me fait des crises de jalousie par rapport à la relation qu'il a eue avec sa madame, avec qui ils sont en instance de divorce. Mais cette dernière a tellement créé ses insécurités en lui qu'il rejette en quelque sorte toute la faute sur moi. C'est moi qui subis en quelque sorte. Et là, je lui dis que si tu continues comme ça avec les crises de jalousie, on ne va pas pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que j'en ai marre qu'ils me disent constamment qu'elle aussi faisait comme ça, qu'elle aussi, des fois, quand je l'appelais et tout, elle répondait pas au téléphone. Et toujours dans ces crises de jalousie-là, souvenez-vous que c'est la période où je parle énormément de Bala sur les réseaux. Et le pasteur me fait même la jalousie par rapport à Bala. Malgré la jalousie qu'il a eu à manifester par rapport à ce dernier, ça ne l'a pas empêché et tout de recevoir Bala à l'émission pendant qu'il était en top dans l'actualité. Moi, personnellement, en ce qui concerne mes activités sur les réseaux, je suis tout le temps obligée de lui rappeler que ce que je fais sur les réseaux, c'est ma profession, c'est mon taf, franchement, c'est ma passion. Je lui rappelle ça en fait. Au point où il connaît ma relation très rapprochée de mon manager et là aussi, il fait de la jalousie. Et quelque part, je sens comme si il veut tellement s'accaparer de moi qu'il veut même m'éloigner d'elle. Et je lui explique le type de relation qu'on a et tout, le genre de lien qui nous lie. Et il me dit, fais quand même attention. Et dans la suite des événements, vous allez comprendre pourquoi je mentionne ces crises de jalousie-là. Parce que quelque part, j'ai comme l'impression qu'il veut vraiment me posséder et de s'accaparer même de ma personne. Comme ça, lorsqu'il me dit quelque chose, je serais peut-être incapable de me tourner vers des amis ou vers qui que ce soit pour en parler. Et moi, de mon côté aussi, je me mets dans une posture où je me dis, tu es en instance de divorce. Ta madame n'est pas encore partie. Là, elle est revenue à l'église, elle a repris à faire les émissions, ce qui ne me dérange pas trop. Mais moi, je veux quand même comprendre la vérité, je veux comprendre les choses. Et dans la même semaine, on se donne rendez-vous le 19 juin pour discuter un peu de tout ce qui est en train de se passer et tout. Il voulait vraiment m'expliquer qu'ils sont vraiment au bord, ils sont vraiment arrivés à la fin de leur mariage et tout, et que je n'ai qu'à être patiente. Retenez qu'on était à l'église le 15 juin à la fête des pères. Donc là, le 19 juin, on est ensemble au restaurant parce que je veux que vous puissiez garder en tête que le pasteur et moi, on se voit énormément. On se retrouve au restaurant, on discute et pour la première fois, il me parle de cette tante-là qui m'a contactée, voilà, il n'y a pas très longtemps et tout, j'ai eu à balancer des voices. Et il me fait comprendre que la tante est en train de faire la manœuvre et tout, l'intermédiaire pour pouvoir faire la médiation et tout ça et calmer les choses. Mais toujours est-il qu'ils sont en train de trouver le juste milieu pour que le divorce ne fasse pas trop de dégâts parce que, souvenez-vous, qu'il se prépare à rentrer dans la maison qu'il vient tout juste d'acheter. Il me fait comprendre qu'il veut s'arranger à ce que la madame ne sorte pas de ce divorce avec rien. Je ne sais pas quelle clause de mariage ils avaient eu à signer, mais d'après ce que j'ai compris par rapport à ces explications, que c'était un mariage où si jamais ils divorçaient,
en fait, la madame ne bénéficiait pas vraiment de ses biens et que lors de l'achat de la maison, il n'y avait que sa signature. Alors, quelque part, je comprends ça un peu de façon où, étant donné que lui, c'est un homme avec une famille recomposée, peut-être que lors de son mariage, il n'a pas voulu faire bien commun et tout ça, ou peut-être que la femme n'avait pas voulu faire bien commun, sachant que le mari avait déjà d'autres enfants. Et moi, je l'encourage, comme je vous l'ai dit, que depuis le début de cette affaire, je lui disais, franchement, si vous pouvez arranger, il faut arranger. Mais si tu insistes comme tu es en train de le faire, que c'est avec moi que tu veux faire les choses, que tu vois l'avenir avec moi, que tu vois ta retraite avec moi, je te donne quand même le bénéfice du doute. Donc, je lui dis, ah, c'est très bien, oui, c'est tout à fait normal. Elle ne peut pas sortir de là avec rien. Vous avez passé beaucoup d'années ensemble et tout. En plus, c'est la mère de tes enfants. Il faut vraiment faire de ton mieux pour que les enfants et elle puissent être à l'aise, surtout par rapport à ton image. Pourquoi c'est important de parler de l'image du monsieur? Je ne vais pas le dénigrer parce que dans cette relation, je sais qu'il a une image assez importante qu'il veut préserver, non seulement parce qu'il est pasteur, mais aussi parce qu'il est un peu connu dans la communauté, même si moi, avant de le rencontrer, je ne le connaissais pas. Quelque chose va se passer au restaurant, une chose qui va me mettre très mal à l'aise, c'est que lorsqu'on était au restaurant, on va voir un groupe de jeunes filles rentrer, une fille à la peau noire comme moi et tout, accompagnée de ses copines whitey et tout, ils vont aller s'asseoir. Lui et moi, on était en train de manger, on discutait tranquille et à un moment, il va relever sa tête, il va voir la fille et il va reconnaître la fille. Il va me dire, je pense que cette fille-là, c'est l'une des filles de l'un de mes anciens amis. On avait le ministère ensemble et tout, on s'était séparés. Je sens qu'au restaurant, il commence quand même à s'inquiéter et tout. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu flippes en fait? Moi, j'ai dit, je pense même pas que cette fille va te reconnaître. Et je lui fais encore comprendre que les enfants de l'Europe sont pas en mode quand ils vont quelque part, ils voient l'ami de papa ou quoi, ils vont rentrer à la maison, rapporter et tout. J'ai dit, la fille est là avec ses copines, elle prend du bon temps et tout ça là. Et nous, on est là, on mange et tout, panique pas en fait. On va finir de manger et tout, on prend encore le temps pour discuter. Je commande le taxi et tout ça, bisous, bisous et tout. Je rentre dans le taxi et hop, je rentre à la maison. Une fois à la maison, comme de coutume, il faut bien que je m'intéresse aux choses du ministère. Donc, j'attends l'heure du live pour la prière et tout. Et quand il balance le lien, je prends le lien, je balance aussi sur mes réseaux. Après ce restaurant, bien qu'il ait parlé dans le but de me convaincre, je lui donne le bénéfice du doute. Mais de mon côté, en tant que femme quand même prudente et tout, parce que je prends quand même des précautions, je me dis, je ne mets pas mes deux pieds dedans là parce que... Et je peux aussi avoir mal. Du coup, dans ma tête, je me fixe des objectifs. Si en juillet, madame ne part pas, quelque part, j'aurais compris qu'il est en train de jouer. Et si en août, il emménage avec madame, je vais confirmer qu'il est vraiment en train de jouer à un jeu. Et un jeu que je ne kiffe pas du tout parce que je me dis, quelque part, c'est un homme d'église. Et entre-temps, souvenez-vous que je lui ai offert un polo Tommy pour la fête des pères. Et ce polo Tommy, c'est juste pour les détails, pour les personnes dans les commentaires qui aiment les détails. C'est très important. Ce polo Tommy, il va le mettre 2 fois au cours de cette relation et il va mettre ça une fois lors de notre rendez-vous au restaurant et une fois, il va mettre ça à l'église. La première fois qu'il a eu à mettre ce polo, il m'a dit, je veux vraiment apprécier le cadeau que tu as eu à me faire et tout parce que ce polo, je l'aime beaucoup. En plus, c'était à sa taille. Et vous allez comprendre que moi, je maîtrisais même sa taille plus que les membres de son église, étant donné que pour la fête des pères, l'église lui avait offert un truc Lacoste, mais ce n'était pas du tout à sa taille. Et ça, je vais vous expliquer ça dans les parties qui vont suivre après son retour du Gabon. Entre-temps, le dimanche 22 novembre arrive, je vais à l'église tranquillement, je filme même le culte et des fois, j'étais même en live pendant le culte. Et ce jour-là, il prêchait et dans sa prédication, il parlait des personnes qui manipulent les femmes et tout. Il parlait même de ces gens-là qui volent les étoiles et tout ça.
Et c'est une prédication que moi, personnellement, j'avais appréciée. Je lui avais même félicité pour ça. Quelque part, je ne pouvais pas m'imaginer que lui, il pouvait potentiellement être parmi les manipulateurs. Donc, je suis toujours dans l'optique où je lui laisse le bénéfice du doute. La famille, on se retrouve dans la partie 17. Dans la partie 17, je vais alors parler de cette vidéo que j'ai eu à enregistrer le 23 juin dans laquelle j'annonçais mon départ de la boîte au cas où les choses ne s'arrangent pas. On se retrouve à très bientôt. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 17. Donc, nous sommes le 23 juin 2025. Le jour où je publie cette vidéo dans laquelle vous m'avez vu en train de dire « Si jamais j'arrête les émissions avec la chaîne, c'est pour telle raison ». Dans cette vidéo, je liste l'incompétence du technicien en termes des publications, la façon dont mes vidéos stagnent, ça traîne. Je peux faire une émission et attendre même une semaine avant que ça ne soit publié. Juste 10 minutes ou encore 15 minutes après que j'ai publié cette vidéo, son ami pasteur va tout de suite lui envoyer la vidéo. Comment je le sais? C'est que lui, j'avais remarqué que depuis que j'avais commencé ma relation avec le pasteur, il était constamment sur mon profil TikTok et c'est lui qui envoyait souvent les liens TikTok des publications que je faisais au pasteur et tout, comme un peu une façon de me décrédibiliser. Et dans la suite des événements, vous allez comprendre pourquoi il cherchait à me décrédibiliser auprès du pasteur. Il va tout de suite se fâcher par rapport à la vidéo et moi, je vais essayer de lui faire comprendre que cette vidéo-là, c'est une vidéo professionnelle. Ça n'a quasiment rien à voir avec toi. Il va me dire que par rapport à lui qui est le boss de la boîte et tout, je n'avais pas à publier une vidéo comme ça. Comme une façon de me faire comprendre que voilà, je suis ton mec quoi. Tu peux pas publier une vidéo comme ça concernant la boîte. Mais au début de notre relation, moi je lui avais fait comprendre que moi, je ne mélange pas les choses. Lorsqu'il faut parler travail, je parle travail. Lorsqu'il faut parler amour, je parle amour. Donc, je trouve sa réaction assez bizarre. Son ami contacte tout de suite mon manager en mode « Est-ce que tu as vu la vidéo que Nice a publiée et tout ?» Mon manager va lui faire comprendre que je n'ai pas vu. « Oh, vas-y et tout, demande-lui de retirer la vidéo et tout ça. » Mon manager va lui dire « Moi, je manage Eunice. » Mais je ne gère pas ce qui est de son compte TikTok. Ce n'est pas de mon devoir en fait de la contrôler ou encore de la manipuler par rapport aux choses qu'elle publie sur son compte. Moi, je suis là pour la production des émissions et je suis là aussi pour les pubs, les partenariats, c'est tout ce que moi je peux gérer. Mon manager va m'appeler pour me dire que oui, ma publication a rendu le boss pasteur très triste. Et ce jour-là, mon manager va essayer de rentrer en contact avec lui au téléphone. Il ne va pas du tout répondre aux appels. On va l'appeler plusieurs fois, il ne va pas répondre. Ce qui va quand même l'énerver parce que elle conçoit que c'est vraiment un manque de respect. De mon côté, je suis assez mal. C'est vraiment ma première fois de le voir aussi énervé. Je décide alors de discuter avec lui par message pour essayer de m'expliquer, toujours en train de vouloir me justifier. Vous savez les filles, là, cette façon, tu t'es déjà justifié, mais ça ne suffit toujours pas parce que la personne te fait la tête, tu sens que tu dois continuer à te justifier. Et par là, je comprends déjà sa frustration parce que lui, sa plus grosse peur, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et là, on rentre vraiment dans l'atmosphère où on a du mal à se communiquer. On passera pratiquement 2 jours sans se parler. Il va vraiment me mettre dans ce qu'on appelle the silence treatment. Et vous savez que le traitement du silence, ça fait aussi partie d'une technique de manipulation. C'est une punition. Cette période sera assez difficile pour moi, pourtant c'était que quelques jours. Pourquoi? Parce que je tiens aussi au travail que je fais quand même au studio et je veux que les choses aillent bien. Et là, on va décider de se donner un rendez-vous et on va se retrouver avec son ami, mon manager et tout, dans son bureau à l'église pour discuter de comment les choses doivent se passer dorénavant.
Et il va me dire que oui, tu ne pouvais pas parler de ça sur les réseaux et tout. Moi, je vais lui dire, mais toi, quand moi je me plains un peu auprès de toi en tout ce qui concerne le professionnalisme, j'ai l'impression que tu ne te bouges pas tout de suite. Et lui, il me dit, comment ça, je ne me bouge pas tout de suite alors qu'on a dit à ma madame là-bas que toi, tu es une princesse. Me fait comprendre indirectement que j'étais la privilégiée de la boîte, mais moi, franchement, ça n'a pas l'air de me convaincre. Et là, je lui dis que moi, je veux bien arrêter avec les émissions et s'il veut que je puisse continuer, mon manager aussi lui dit, si tu veux qu'on puisse continuer avec les émissions, il faut que nous, on puisse avoir notre propre technicien pour notre émission au cœur du buzz. On est d'accord sur ce point pour trouver un autre technicien et vous allez comprendre que c'est à ce moment que DDO va rentrer dans l'histoire. Une fois à la maison, après ce rendez-vous, je réfléchis avec le manager et tout ça. Et on tombe d'accord pour contacter DDO pour lui demander s'il veut bien nous accompagner et tout lors de nos émissions. Lorsque je contacte DDO et tout pour lui expliquer et tout ça, lui, il me dit, ouais et tout, j'ai vu ta vidéo. Lorsque je t'avais vu, tu avais commencé à travailler là-bas. Je m'étais dit et tout avec l'un de mes proches, on va voir à combien de temps elle va tenir dans cette boîte-là parce que DDO connaissait déjà le comportement du spécimen. C'est là où DDO va m'apprendre qu'il a eu à travailler là-bas pendant plusieurs semaines et il n'a pas été payé. Quand j'ai écouté ça, j'étais choquée. J'ai tout de suite ajouté mon manager dans la conversation et tout. J'ai dit, écoute, ce qu'elle est en train de dire et tout à propos du pasteur, c'est tellement bizarre. Moi, ça me choquait parce que je me dis, l'homme qui me donne de l'argent, qui est aux petits soins et tout avec moi, c'est l'homme qui n'a pas payé une personne qui a eu à travailler pour lui. DDO va alors m'envoyer des notes vocales et tout, ces conversations avec le pasteur. J'écoute, je suis choquée, je n'arrive pas à imaginer qu'il s'est comporté comme ça. Mon manager arrive quand même à convaincre DDO, comme ça il pourra revenir travailler. Il dit que là c'est différent et tout, c'est d'autres émissions, c'est nous qui gérons. Et moi, je propose à DDO, est-ce que tu ne veux pas que je puisse lui parler et tout, comme ça, il va solder tes dettes. DDO dit non, laisse tomber et tout, c'est pas à toi de faire ce travail. Il n'a jamais voulu payer et tout ça, laisse tomber. Je veux même pas qu'il sache que je t'ai parlé de ça. Et lorsque je vais discuter avec lui, je lui parle de DDO parce que là, mon manager, après cette scène où il ne répondait pas au téléphone, mon manager avait décidé de couper les ponts avec lui. Et en ce qui concerne DDO, il me fait comprendre que DDO ne travaille pas bien. Voilà, il dit que oui, ce jeune-là et tout, parce que je montre le compte TikTok de DDO. Il me dit, ah, ce jeune-là, je l'ai eu dans ma boîte et tout ça là, il est incompétent. J'essaye de le convaincre et tout, il n'est pas du tout d'accord. Il essaye tout de même de connaître la nature de la relation que j'entretiens avec DDO. Je dis, mais oui, je dis, c'est mon frère, c'est un frère congolais et tout ça. On s'est déjà vu à des événements et tout. Et bah, sur TikTok, nous sommes une communauté. Il va me faire comprendre tout de suite qu'il n'est pas du tout d'accord avec l'idée de travailler avec DDO. Ça va quand même me frustrer parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il accepte de retravailler avec DDO. Pour moi, c'était vraiment une occasion rêvée pour lui de se rattraper par rapport à la dette. Comme on était en train d'avoir réellement une conversation sérieuse concernant l'entreprise, toujours dans le but de vouloir booster la chaîne et tout avec les émissions, je vais alors lui parler d'une sœur, Natacha, parce que vous allez comprendre que dans les jours à venir, Natacha va aussi venir dans cette boîte pour faire les émissions. Natacha s'était déjà entendue avec mon manager pour commencer à faire les émissions sur la chaîne et tout, parce que le but c'était vraiment de diversifier le type d'émissions et tout et d'attirer une autre communauté qui est beaucoup plus francophone. Et Natacha étant une Ivoirienne, ça va aussi attirer les Ivoiriens sur la chaîne et ça va donner un gros coup de pouce à cette chaîne. Et alors, le 26 juin, on va avoir un rendez-vous pour qu'il puisse rencontrer Natacha. Et là, vous allez comprendre que depuis ma sortie sur les réseaux pour me plaindre de l'entreprise, lui et moi, on est vraiment en froid et on ne parle que de travail. C'est très important de le souligner parce que ça fait partie du traitement de silence. Ça fait partie d'une punition.
Ce jour-là, je serai en retard au rendez-vous et lorsque je vais arriver, il y a Natacha, mon manager et ainsi que son ami et le pasteur avaient déjà fini leur entretien. Du coup, je veux le voir vite fait et tout, je vais juste le saluer. Et ensuite, avec les filles, on va pour nous descendre au centre commercial et tout pour discuter un peu et prendre un verre. Et c'est ce 26-là qu'il va un peu reprendre ses esprits parce que ce jour-là, j'étais aussi très bien habillée. Il va alors m'envoyer un petit message et tout en me disant « Oui, tu étais très bien habillée aujourd'hui, belle, avec un maquillage très simple parce que lui, c'est une personne qui n'aime pas trop le maquillage. » Alors, on reste concentré, la famille, la suite, dans la partie 18 où on va aborder le voyage au Gabon. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 18. Alors, dans cette partie, je veux que vous puissiez retenir cette date du 5 juillet. Ici, on va parler des anniversaires en ce qui concerne mon anniversaire et en ce qui concerne l'anniversaire de sa madame. On va aussi parler de l'ambiance au studio et vraiment l'ambiance à l'église. Parce que je veux que vous puissiez garder quelques informations en tête juste avant que je ne vous parle de son voyage au Gabon. Alors, cette date-là, du 5 juillet, marque la date de l'anniversaire de sa madame. Et je pense que vous savez déjà ce que le monsieur a eu à faire pour mon anniversaire. Mais pendant l'anniversaire de sa madame, monsieur n'est pas en France, il est au Gabon. Il lui souhaite joyeux anniversaire en s'adressant à elle en tant qu'évangéliste sur son statut WhatsApp, mais il ne publie pas de messages d'amour sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur Facebook. En ce qui concerne l'ambiance au studio, madame est revenue, elle a recommencé à faire les émissions. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que elle a refait tout le ménage dans le studio. De base, le studio est censé être l'entreprise, mais on n'a pas de personnel de ménage et très souvent, ce sont les techniciens ou encore un autre frère qui était là, qui aidait les techniciens, qui gérait le ménage. Mais moi, quand je venais au studio, moi, je venais vraiment pour enregistrer, pour travailler, donc je ne touchais pas du tout au ménage. Quand je remarque qu'elle a eu à faire le ménage et tout, j'avais quelques affaires que je laissais au studio. Comme ça va me permettre de ne pas toujours me balader avec plusieurs choses à la fois. Moi, je vais récupérer toutes mes affaires et les ramener à la maison par mesure de précaution parce que je me suis dit, ah, on ne sait jamais. Moi, dans mon cœur, je sais réellement ce qui se passe en ce moment-là. Au studio, elle ne me parle pas. Elle ne parle surtout pas à mon manager. Et c'est une personne en réalité, moi, les fois que je l'ai vue, c'est toujours les gens qui doivent la saluer en premier. Elle ne commence jamais, elle ne fait jamais le premier pas. Et je me souviens que la première fois que j'ai eu à la saluer en arrivant au studio, parce que eux, ils étaient en train d'enregistrer et moi, il fallait que j'enregistre après, je l'ai saluée en disant « Bonjour, Tata ». C'est que quand elle avait tournage en matinée avant nous, les fois où je l'ai vue enregistrer, elle peut enchaîner 2 émissions. Du coup, tout de suite après avoir fait la première émission, elle ne met pas de temps de pause, genre un peu 15 ou 30 minutes. Elle va tout de suite se changer et tout, elle reçoit la prochaine personne. De mon côté, dans mon mécanisme, ce que je faisais, c'est que quand je fais les émissions, je finis d'enregistrer. Il s'avère que mes émissions, c'est juste des émissions. Parfois, si c'est trop long, c'est 30 minutes. Mais je faisais des émissions de 25 minutes. Mais je prenais parfois des pauses d'1 heure du temps, histoire de me vider un peu la tête et tout et faire autre chose. Me repoudrer un peu et refaire mon maquillage. Une autre chose, c'est que je remarque que lorsque je traite une émission sur la chaîne Profane, un sujet, quelque temps après, je vais voir qu'elle va traiter le même sujet, pratiquement des titres identiques sur la chaîne chrétienne, à l'exemple de l'émission des ex. Je remarque aussi qu'elle commence à adopter quelques techniques que mon manager avait, c'est que nous, lorsqu'on recevait des invités, on leur prenait une vidéo et tout, on leur posait des questions et tout ça, comme ça, on aura un petit teaser qu'on va balancer sur TikTok. Elle commence à faire la même chose et j'ai l'impression qu'elle s'inspire un peu de nous. Vraiment, moi, j'étais quand même choquée parce que je me disais
pour une personne qui m'a bloqué, c'est quand même curieux de réaliser qu'elle avait aussi un faux compte pour venir voir un peu comment je gérais les publications de mes émissions sur ma page TikTok. Et ça, j'avais pris le soin de notifier ça au pasteur. Je lui avais dit, j'ai l'impression qu'elle me copie un peu et lui, il va me faire comprendre que si elle est revenue faire des émissions, c'est justement parce qu'elle a vu que j'ai trouvé une personne qui peut faire exactement ce que elle avait l'habitude de faire. Et je lui ai même dit que c'est quand même nul qu'elle puisse copier certaines de nos idées alors que sur une émission, elle était en train de critiquer les TikTokers ou encore en train de critiquer les influenceuses parce qu'elle se considérait comme une journaliste de profession. Il y a une autre chose à notifier, c'est que l'ami du pasteur, justement, c'était une personne qui de base était intéressée par moi. Donc l'ami du pasteur, le pasteur qui était avec nous au restaurant là, le jour de mon anniversaire. Quand le pasteur avait émis l'idée selon laquelle il voulait se mettre en couple avec moi, lui, il avait dit à la personne qui avait fait l'intermédiaire entre moi et le pasteur de ne pas favoriser la connexion entre moi et le pasteur, que lui, il doit être avec moi. Et cette personne qui a fait la connexion entre le pasteur et moi n'a qu'à prendre le pasteur et sortir avec lui. Et moi, depuis le début, je savais que c'était vraiment une personne de mauvaise foi. Vous allez comprendre que tout au long de cette relation, c'est vraiment une personne qui m'insupporte parce que j'ai aussi comme l'impression que même si le pasteur, mon ex-pasteur, est manipulateur, mais son ami pasteur là, c'est quelqu'un qui le manipule également. Il y a une autre chose à notifier, ça c'est en termes de professionnalisme, c'est qu'on va perdre pratiquement tous les techniciens qui travaillaient au studio et il nous restait qu'une seule personne qui était un frère à la maman pasteur. Le pasteur me fait comprendre que c'est lui qui gère les loyers de tout le monde, du frère de sa sœur là, accompagné d'un autre frère qui travaillait avec nous. Et il paye aussi le loyer d'un grand journaliste que je vais référer comme Monsieur SMT. Il va plus loin en me disant qu'il en a marre de payer les appartements de tout le monde et qu'il va rendre l'appartement qu'il a toujours payé pour Monsieur SMT. Et je pense que certaines personnes vont le reconnaître. Alors, pourquoi je martèle sur le fait de payer les appartements des autres? Il me fait comprendre que la plupart des personnes qui travaillent avec nous et tout ça là, en tout cas financièrement et tout ça, c'est lui qui les gère. Pourquoi il le fait? C'est que en restant avec lui, j'ai remarqué que le pasteur avait cette manie de vouloir prouver et tout, que lui, il a de l'argent et tout, que tout le monde dépend de lui. Mais quelque part, moi, je trouve ça quand même déplorable parce que je pense que ces personnes-là ne sont pas vraiment traitées à leur juste valeur. Les heures de travail qu'ils font et tout, ils méritent un meilleur salaire. Enfin, ça, ce sont des choses que je voulais juste vous notifier parce que je ne reviendrai plus là-dessus. Et dans la partie 19, on va parler de son départ au Gabon et de comment s'est déroulé l'anniversaire et tout de sa madame à l'église et tout ça. Et également comment, une fois, lorsqu'il a fait une prédication concernant le maquillage, sa madame est allée faire une vidéo visée pour lui répondre. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve dans la partie 19.